Concevez une école publique où l'on est, pour les enfants d'un certain âge, 6 classes et autant d'instituteurs. Je me suppose idéologue et chargé d'inspection. Je remarque que ces 6 instituteurs ont des aptitudes différentes, et je décide que chacun d'eux enseignera seulement ce qu'il sait le mieux. Très raisonnable. Ainsi, l'un des instituteurs ira de classe en classe, apportant l'écriture, le dessin et la géométrie. Un autre promènera de classe en classe de beaux discours sur Jeanne d'Arc et Bayard. Un autre se chargera de la grammaire française et un autre de la morale. Tous ceux qui connaissent un peu le métier annonceront les résultats, et les résultats seront détestables, selon la prédiction. Mais pourquoi? Disons donc pourquoi. Les causes inférieures ne sont pas à négliger. Elles sont invincibles. Il est question ici de discipline, uniquement de discipline. Assurer l'ordre dans une classe de 40 élèves que l'on retrouve 2 fois par jour, où l'on est le seul maître, le maître, c'est un métier possible. Assurer l'ordre en 6 classes, où l'on paraît seulement 1 fois par semaine, pour y enseigner seulement une certaine chose, c'est un métier impossible. Les professeurs de lycée le savent bien, seulement ils ne l'avouent pas volontiers. Tel homme instruit et connaissant le métier est, à juste titre, respecté de ses élèves principaux, qu'il retrouve tous les jours. Le même homme, s'il a la charge aussi d'enseigner le français 1 heure par semaine à d'autres écoliers, connaîtra des moments difficiles. Au mieux, il conclura avec ses étrangers une sorte de contrat humiliant. Il parlera dans le silence, et les élèves s'occuperont d'autre chose. Temps perdu. Professeur sourdement irrité, fatigué, sans élan, sans courage. Qui fera le compte de ces heures perdues? Mais on n'en parle point. Il y a pire. Oui, pire. Si, de temps en temps, l'on mélange aux écoliers principaux quelque équipe étrangère. En règle, il y a toujours désordre en une réunion d'élèves qui n'ont point coutume d'être ensemble. Chacun devinera aisément les causes. C'est par là que l'amalgame, comme on dit, devait donner des fruits amers. On le savait. Nul n'avait là-dessus le moindre doute. Mais on a fait l'essai, parce que les raisons de l'échec si exactement prédits sont de celles qu'on ne veut point dire, et aussi parce que les essais sont décidés en partie par des hommes qui enseignaient bien, mais qui n'enseignent plus, en partie par d'autres qui enseignaient mal, et qui, par cette raison même, ont choisi d'administrer, en partie par les hommes des bureaux, qui n'ont jamais enseigné, qui n'en seraient point capables, et que je me permets d'appeler les illettrés de l'instruction publique. Ceux-là sont des sergents-majors, en quelque sorte, qui savent un peu de droit routinier et qui administreraient aussi bien, ou aussi mal, les bateaux, les écluses, les théâtres, le pain de troupe ou le mobilier national. Il suffit à de tels hommes, et même aux autres, dès qu'ils ont un peu vieilli dans cet étrange métier, qu'une classe soit faite de 8 heures à 10 heures par un professeur diplômé et responsable. 2 heures de français sont comptées comme on compte des balais. S'il apparaît que ces 2 heures ne suffisent pas, on en ajoute une, faite au besoin par un autre professeur qui n'a pas son compte d'heures. Et tout est bien sur le papier. Une administration centrale a-t-elle jamais cherché autre chose? Qu'il s'agisse du théâtre français, d'un hospice, d'une piscine, d'une prison ou d'une école, ne s'agit-il pas toujours d'ancienneté, d'avancement, de titres, de faveurs, de solliciteurs, de crédits, d'économies, d'horaires? Audiences et dossiers, conflits entre bureaux, points de droit, précédents, c'est toujours le même art de gouverner sans savoir. Torpilleurs, avions, cuisine, pensionnés, mutilés, dommages de guerre, vaccination, enseignement, ponts, chaussées, inondations, tout est égal. Tout cela donne occasion à un même travail abstrait que tout administrateur comprend aussitôt et que nul autre ne comprend.